Entre dans ce studio Jean-Didier Berger, maire UMP de Clamart, et Patrice Bessac, bonjour, maire du PCF de Montreuil. On va peut-être commencer un mot sur le troisième tour, comme l'on dit, des élections départementales. Donc 68 départements à droite, 33 à gauche. Seulement 10 femmes présidentes. Et puis donc finalement le Front National qui n'a pas troublé ce troisième tour, puisque soit un parti s'est retiré, comme dans le Gard, soit il y a eu le bénéfice de l'âge, etc. Enfin bref, il n'y a pas eu d'influence du Front National. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous retenez de tout cela? C'est la confirmation du verdict des électeurs. Les électeurs se sont prononcés massivement pour les listes d'union UMP, UDI, MoDem. Et donc on retrouve naturellement ce verdict au troisième tour. Et nous emportons un nombre de présidences très important, ce qui va nous permettre de faire démarrer l'alternance. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Il y a 10 femmes au total, dont 4 pour la droite et 6 à gauche. Mais la parité progresse. C'est la première doucement, fois, c'est la première fois qu'une femme sur deux est élue, et donc c'est un mécanisme, on le voit bien d'ailleurs au niveau des municipalités, c'est un mécanisme qui a mis du temps à s'installer, mais qui est une bonne chose. Moi j'étais plutôt contre la parité sur le fond au départ, lorsque la loi a été votée, mais on voit bien dans l'application que c'est une bonne chose, et que ça permet aux femmes progressivement de prendre de la place, de prendre de l'importance politique, et de développer aussi leur sensibilité, d'apporter beaucoup de choses dans le fonctionnement des assemblées délibératives. Patrice Bessac. Quelque chose d'historique s'est passé. Pour la première fois, il va y avoir autant d'hommes que de femmes qui vont siéger dans les départements. C'est historique. C'est la première fois. Il y en avait 13%, je crois, seulement. Exactement, c'est la première fois que ça arrive, mais évidemment, le troisième tour nous laisse un goût de déception, car seulement 10 femmes. On entend qu'il faut que les choses aillent progressivement, mais les femmes ne sont pas progressivement compétentes. Elles sont compétentes. Et moi, je trouve que c'est un grand défaut de la politique française que d'être scotché à une manière ancienne de faire de la politique. On le voit à l'Assemblée nationale, où nous avons le même nombre de femmes qu'à la libération de la France. C'est dire le retard français en matière de droits des femmes. Évidemment, le troisième tour confirme la victoire de la droite. La gauche a été lourdement sanctionnée. C'est le temps nécessaire à présent de l'examen de conscience. Il faut prendre en compte le résultat des électeurs. Alors justement, vous parlez du bilan politique, si je puis dire. Il est un peu confirmé par un sondage LCP Harris Interactive que l'on a fait, donc en demandant le jour de l'élection des départementales, comment les électeurs voteraient pour les régionales. Donc, attention, c'est pas région par région, c'est sur l'ensemble. Vous allez voir les chiffres qui vont s'afficher. Ça confirme, on est vraiment dans les tendances des départementales, puisque l'UMP est à 25%, le Front National à 22%, le PS à 20%, l'UDI à 7%, et puis le Front de gauche à 7% et les Verts à 7%. C'est quand même inquiétant pour la gauche, non? Là, il y a vraiment une vraie majorité de droite. Et la gauche, si la gauche est divisée, elle est très faible. C'est pire qu'inquiétant. La gauche n'a plus le soutien des ouvriers et des employés. Elle n'a plus le soutien de son peuple. Et quelques années après sa victoire, très forte contre la droite, qui a vécu la même situation, puisque lorsque la droite était au pouvoir, ils ont été sanctionnés systématiquement dans toutes les élections locales. Donc, quelques années après la victoire, c'est une bérésina qui s'installe. Et moi, je ne peux pas entendre qu'on laisse faire et qu'on laisse revenir au pouvoir la droite dans un jeu d'alternance gauche-droite qui ferait la même... Vous dites on ne peut pas laisser faire ça, mais vous proposez quoi pour que ça ne se passe pas comme ça? Que le gouvernement entende le message des urnes. Il faut un changement de politique. Les Français avaient élu le président de la République pour qu'il change de politique, pour qu'il combatte pour une Europe sociale, pour qu'il lutte contre l'austérité économique et au fond pour qu'il se donne les moyens de mener une politique de croissance favorable à l'emploi, à l'investissement,
utile, bref, aux hommes et aux femmes. Tout cela n'a pas été fait, il faut à présent le faire. Et enfin, pour mon camp, pour le front de gauche, je souhaite que nous arrêtions les chicayas dans tous les sens et que nous rassemblions ces écologistes, ces socialistes frondeurs, toutes celles et ceux qui, à un moment donné, veulent une alternative de progrès en Europe et en France. Moi, j'espère que nous serons du côté de ces Syriza, du côté de ces Podemos, qui, à un moment donné, ont su incarner l'espoir. Jean-Didier Berger, pour vous, la situation est plus réconfortante, si je puis dire, hein, puisque donc, on a vu les chiffres qui ont fini par arriver, 25 pour l'UMP, 7 pour l'UDI, plus 5 pour le MoDem. Pour l'instant, la route est ouverte, non? Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout qu'on concrétise ce changement, parce qu'on voit bien dans les régions qu'il y a un vrai souhait de changement, qui est profond. En Île-de-France, Valérie Pécresse, par exemple, a vraiment toutes les chances de l'emporter parce qu'elle incarne ce changement, parce qu'elle a la connaissance des dossiers, parce qu'elle a la compétence. Et on voit bien que cette union UMP, UDI, MoDem permet de rassembler très largement autour d'un vrai projet. Parce que la différence entre ce qui s'est passé sous le gouvernement de François Fillon et ce qui se passe maintenant, pourquoi la droite n'a pas été réélue? Elle a été battue parce qu'elle n'a pas fait suffisamment la politique qu'elle avait annoncée. Mais la gauche, aujourd'hui, est battue parce qu'elle fait le contraire de la politique pour laquelle elle a été élue. Et elle fait vraiment les choses de façon extraordinairement négative. Elle avait dit que la fiscalité avait trop augmenté, elle continuait à l'augmenter. Elle avait dit que le chômage avait trop augmenté, il continue à augmenter. On nous avait dit qu'il fallait arrêter de supprimer des postes de fonctionnaires, mais elle baisse les dotations des collectivités locales, et ce sont les collectivités locales qui sont obligées de le faire. Mais si on veut réduire les déficits et les budgets, il faut bien réduire les dépenses, non? Mais bien sûr, mais sauf que il ne faut pas dire, quand on est candidat à une élection présidentielle, moi, je ne ferai pas de suppression de fonctionnaires et se mettre en position de devoir le faire par le biais des collectivités locales. Nous avons supprimé des postes de fonctionnaires, nous avons assumé cette politique parce que cette politique, elle était nécessaire et elle est toujours nécessaire. Mais il faut le faire de façon cohérente et assumée. Ceci dit, je dois dire qu'il y a une grande compétence à l'UMP sur la lutte contre le chômage, hein, puisqu'ils ont su créer 1 million de chômeurs supplémentaires durant le quinquennat de Il y en a 5 ou 600 000 de Nicolas Sarkozy et 337 000 pauvres supplémentaires sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut s'interroger. On critique les prélèvements fiscaux de l'État, mais il y a aujourd'hui plus d'argent qu'il va vers les dividendes, vers les banques qui ont retrouvé leur niveau de profit d'avant la crise que en prélèvements sociaux. Moi, je crois que le vrai problème de l'Europe, le vrai problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, quelques institutions financières, quelques institutions bancaires dominent la politique des États. Et que le problème, c'est qu'après avoir créé la crise, les banques ont pris le pouvoir sur nos politiques économiques. Je pense qu'il ne faut pas rester simplement sur des bases idéologiques, parce que bon, voilà, ces discours idéologiques, on les entend depuis très longtemps, et on voit bien que de toute façon, ils n'ont absolument pas fait bouger les lignes avec un gouvernement de gauche, et qui ne s'est absolument rien passé de ce point de vue-là. Mon ennemi, c'est la finance. Comme disait notre ami François Hollande, on voit bien ce qu'il en est advenu. Permettez-moi de citer simplement juste un ancien président de la République. Mais il faut être sur la réalité des choses. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a pas réussi l'objectif prioritaire des Français, c'est-à-dire lutter contre le chômage, et qui, pour seul effort, sert la ceinture aux collectivités territoriales et n'a pas su remettre en cause ses propres dépenses. C'est facile de demander toujours des efforts aux autres sans les faire pour soi-même. Vous voulez ajouter la chose suivante. Le dernier président de la République qui a fait une belle déclaration sur la finance, c'était M. de Gaulle qui disait « On ne fait pas la politique de la France à la corbeille ». Et moi, je trouve que c'est le problème actuel. Tous les républicains devrait se poser la question suivante. Ne faut-il pas un nouveau contrat social qui permette pour la France et pour l'Europe de réincarner la souveraineté populaire contre le pouvoir de la finance et des banques principales? Car nous ne pouvons pas durablement
laisser le destin de millions d'êtres humains dans les mains d'une poignée de dirigeants principaux. Et moi, je crois que c'est aujourd'hui un problème démocratique qui dépasse la droite et la gauche, qui est un problème fondamental qui dirige. À mes yeux, cela doit être le peuple. On voit la proximité historique gaulliste, parti communiste qui se réinstaure. Les chiffres de l'INSEE sur la croissance, qui confirment quand même une reprise, 0,4% au premier trimestre, 0,3% au second. Alors effectivement, une croissance qui reste modeste et une croissance qui ne va pas, semble-t-il, se traduire tout de suite sur une amélioration de l'emploi, même s'il va y avoir des créations d'emplois, 20 000 je crois annoncées pour ce début de l'année, mais pas suffisamment pour enrayer le chômage. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Est-ce que effectivement on est parti cette fois-ci vers une bonne croissance ou est-ce que vous êtes toujours très sceptique et inquiet? On ne peut que se réjouir pour notre pays d'avoir un petit mieux, mais il faut quand même bien l'analyser, c'est-à-dire on sait que ce petit mieux est entièrement extérieur. C'est la baisse du pétrole, c'est la parité euro-dollar, c'est l'inflation, et on sait que malgré tous ces vents favorables, qu'il n'y aura pas de baisse du chômage, qu'au contraire, le chômage va continuer à augmenter toujours et encore, malgré les records historiques atteints ces derniers mois et ces dernières années. Donc c'est malheureusement un problème de politique intérieure maintenant qui reste à régler, parce que quand on ne change pas de politique alors qu'on est en échec, on ne peut pas s'attendre à avoir une amélioration, même avec beaucoup de chance. Patrice Bessac? L'économie ne crée des emplois qu'à partir de 1,2% de croissance. Donc 0,2%, on continue de détruire des emplois. Et je veux indiquer aux Français... 0,4, 0,3. 0,4, 0,3, ah ouais. Ça ne change rien à l'affaire. Ouais. On continue de détruire des emplois. Et je veux indiquer aux Français que dans tous les pays d'Europe occidentale, les pays industrialisés, quel que soit le niveau de croissance, il y a un niveau de chômage et de précarité de l'ordre de 10 à 15%. Il faut donc changer de système pour que ça marche. On termine avec puisque vous êtes maires tous les deux, on termine avec une question autour des vacances scolaires, puisque donc Najat Vallaud-Belkacem a annoncé un nouveau calendrier avec un avancement de la semaine d'une semaine pour les vacances de Pâques. L'objectif, à première vue, alors du coup les professionnels, notamment de la montagne, sont contents, puisque ça permettra c'est pas trop tard pour les sports d'hiver notamment. Vous êtes prêts? Vous êtes d'accord avec ce changement de calendrier? Ce qui est désolant, c'est de voir l'amateurisme de ce gouvernement, parce que quel est le sujet pour les parents, pour les profs, pour les enfants? C'est que nos enfants sachent lire et écrire correctement. Oui, mais il faut bien qu'ils prennent des vacances aussi. Le rythme scolaire, ouais. Qui n'a fait que fatiguer les enfants, désorganiser l'école, mettre des charges supplémentaires aux collectivités territoriales. Et maintenant, on nous parle du calendrier des vacances scolaires, où on va avoir une dernière phase travaillée de 11 semaines consécutives. Voilà, entre les vacances de Pâques et l'été. On sait très très bien que c'est pas sur 11 semaines consécutives qu'on va faire en sorte que nos enfants soient moins fatigués et qu'ils apprennent dans de meilleures conditions. Patrice Bessac? C'est ubu-roi, halte au feu, ne touchez plus à rien, parce que franchement, 11 semaines ininterrompues de travail pour les enfants, ça me semble être totalement hors des réalités. C'est bon pour l'activité économique, en principe, c'est ça l'idée. Oui, mais il faut tout de même, Gérard... Il ne faut pas concilier... Gérard Leclerc, il faut tout de même de temps en temps que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Tous les professeurs, les instituteurs savent que 11 semaines ininterrompues, c'est de la folie. Et lorsque l'on ajoute à ça la réforme des rythmes scolaires qui nous a coûté fort cher aux collectivités locales et qui a en plus fatigué encore plus les enfants, j'ai envie de dire, surtout, ne touchez plus à rien, parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites une bêtise. Eh bien, merci Patrice Bessac, merci Jean-Didier Berger. Les éditorialistes vont entrer dans le studio. Merci messieurs. Merci.